La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.fm ou radiograndlac.com. Et ce soir, nous sommes un petit comité, nous sommes deux ce soir. Oui, nous sommes en duo. Oui. Nous sommes en duo, ça rappelle les premières émissions. Eh oui, les premières émissions, nous étions seuls, exactement. Parce que oui, Vincent est en tournage, voilà. Oui, Vincent est en tournage, il s'essaie à la figuration, si je ne dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça. On lui souhaite... J'espère que l'expérience est bonne, en tout cas. Oui, voilà. Mais moi, je ne suis pas encore en tournage. Hein. Je reste fidèle au poste. Voyez-vous. Tout à fait. Mais bon, peut-être nous verrons plus tard. Hein. Peut-être. On en reparlera. Gros programme cette semaine. Donc, bien évidemment, dans un premier temps, nous parlerons des sorties de la semaine. Puis ensuite, nous évoquerons nos avis sur les sorties de la semaine dernière, que sont Megalopolis, Emmanuel. Et Week-end à Taipei. Alors là, ce dernier, ça va être salé, hein, préparez-vous. C'était prévu, j'ai envie de dire. Mais je m'attendais pas à tant. J'ai réussi à être surpris. La bande-annonce est mieux, alors. Ah, largement, oui. N'allez pas voir le film, regardez la bande-annonce, si vous voulez. Et enfin, nous terminerons par un focus sur Batman. Sur peut-être, on va le dire clairement, le meilleur super-héros. Pour moi, oui, c'est le meilleur super-héros de tous les temps. Le plus intéressant. Donc, c'est parce que c'est le plus taré, c'est pour ça. Oui, d'une certaine manière. Donc, nous allons parler en long, en large et en travers des films Batman et de l'univers Batman. Petite recommandation de films, petite recommandation comics aussi. Voilà. Ça nous changera un petit peu. Petite recommandation jeux vidéo. Bon, elle est vite fait, mais voilà. Ça va pas être long. Mais voilà, on va revenir sur ce grand personnage de la pop culture, puisque demain sort un certain film, mon cher Guillaume. Oui, il sort Joker, Folie à deux, donc la suite du film Joker qui était sorti en 2019, si je ne dis pas de bêtises. Oui, toujours réalisé par Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Lady Gaga et Brendan Gleeson. Alors de quoi ça parle? À quelques jours de son procès pour les crimes commis sous les traits de Joker, Arthur Fleck rencontre le grand amour et se trouve entraîné dans une folie à deux. On écoute tout de suite un extrait. Quand j'ai découvert Joker, quand je t'ai vu, pour la première fois de ma vie, je me suis plus sentie si seule que ça. Moi, ça me paraît. Moi, j'ai très envie de le voir. Ce sera disponible donc dans vos plus grandes salles, aux Toiles du Lac à Aix-les-Bains, au Pâté Chambéry et à l'Astrée à Chambéry. Et ce qui montre quand même que il est quand même un peu catégorisé film d'auteur. Hein. C'est quand même dingue de se dire qu'on est arrivé à mettre un film de comics. Et surtout un milliard au box-office, faut pas oublier. Pour le premier, oui, bien sûr. Donc c'est sûr que là, à mon avis, ça sera un succès quand même. Mais il n'arrivera pas au milliard, non. C'est impossible. Je pense pas, mais un 500 millions facile. À mon avis, il doit pas coûter non plus hyper cher. Ah, il a coûté beaucoup plus cher que le premier, à ce qui paraît. Je crois que les stars en ont un peu pris au passage. Écoute, on verra, nous jugerons sur pièce demain soir. Voilà, et nous vous en reparlerons bien sûr la semaine prochaine. Autre sortie ? On fait quoi maintenant? C'est le titre d'une comédie française de et avec Lucien Jean-Baptiste, mais aussi Isabelle Nanty, Gérard Darmon et Zabo Bretman. Brutalement licencié à 58 ans, Alain décide de monter sa propre société pour se prouver et prouver au monde qu'il n'est pas devenu inutile. Embarquant dans son improbable projet, Véronique, son ancienne collègue bloquée depuis des années dans la dépression, et Jean-Pierre Savarin, un animateur de jeux télévisés sur le retour, il s'attaque au secteur qu'il pense être le plus porteur, la garde d'enfants. On écoute un extrait. Florence ? Et toi, annoncer ça comme ça ? Rupture conventionnelle, indemnité. Ça se trouve, c'est un mal pour un bien. Qui embauche qui à 59 ans ? Personne. Mathilde, je vais monter une boîte. Hein ? Ma boîte. Une crèche ? Ouais. Un business de garde d'enfants. Voilà, ça risque d'être drôle. J'aime bien J'aime bien Lucien Jean-Baptiste, mais des fois, c'est faible. Hein. Ah on a vu du bon comme la première étoile, on a vu du moins bon comme la deuxième étoile. Ouais, mais j'aime bien comme acteur. Sinon, tu sais, dans Tout simplement noir, il a une scène à mourir de rire. Je sais pas si tu te rappelles. Et oui, puis il est excellent en acteur de doublage. Ah oui, ça, c'est la bonne Martin Lawrence et Ice Cube. Oui, tous les blacks rigolos en général, c'est lui. C'est Lucien Jean-Baptiste, oui. Tout à fait. Autre sortie. La damnée de Abel Danan avec Lina El Arabi.
Ouiad Elma et Hicham Belaoudi. Donc ça raconte l'histoire de Yara, une jeune Marocaine de 25 ans venue étudier à Paris, qui n'a pas quitté son domicile depuis plusieurs mois car elle est agoraphobe depuis son enfance en raison de terribles événements familiaux. Un soir, une mystérieuse apparition vient perturber son quotidien et l'oblige à revivre ses pires craintes, la poussant au bord de la folie. On écoute un extrait. Moi, je suis pas sortie depuis 55 jours. Et j'arrive plus à aller chercher mes médicaments. Pour l'instant, ça va. Allô, je suis agressée chez moi. Mademoiselle. Voilà. Bah, ça sera disponible uniquement au Toiles du Lac. C'est le film d'horreur français. Je sais pas. Alors, je l'ai vu. Ah, tu l'as déjà vu? Je l'ai vu, ce film, je l'ai vu au festival Gérardmer le dernier jour. Et c'est une horreur? Et c'est un très très long ennui. D'accord. Après, tout n'est pas à jeter parce que on est vraiment sur quelque chose d'assez claustrophobe en huis clos pendant 1h20. Mais on s'ennuie un peu. Voilà. Je vous préviens et ça ne fait pas peur du tout. Donc la critique est déjà faite pour la semaine prochaine. La critique est déjà faite pour la semaine prochaine. Je vous dirais qu'il y a mieux à voir. Il y a mieux à voir. Et d'ailleurs, le film que nous allons parler juste après, c'est un film aussi que j'ai déjà vu. C'est Quand vient l'automne de François Ozon avec Hélène Vincent, Josiane Balasco et Ludivine Sagnier. Histoire de Michel, une grand-mère bien sous tout rapport, qui vit sa retraite paisible dans un petit village de Bourgogne, pas loin de sa meilleure amie, Marie-Claude. À la Toussaint, sa fille Valérie vient lui rendre visite et déposer son fils Lucas pour la semaine de vacances. Mais rien ne se passe comme prévu. On écoute un extrait. Ce serait bien si tu me faisais une donation de ton vivant pour éviter de payer trop d'impôts quand tu seras morte. Je t'ai déjà laissé mon appartement de Paris. Mais alors? C'est horrible à dire, mais avec nos gosses, on a tout raté. À la fin des bêtises. Philippe. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, du coup je l'ai vu il y a 15 jours. C'est un très bon François Ozon. Ah, bon. On dirait Pourricaté en version sérieuse. Alors, non, parce que vraiment, là, c'est vraiment le postulat de base. Je vous avoue que ce que j'aime bien avec François Ozon, c'est qu'il arrive à rendre humain des gens qui manqueraient d'apparence d'humanité. D'accord. Et rendre humain et attachant. Voilà. Franchement, c'est un très beau film. Puis alors, on est dans le ton de l'automne. Il y a des plans de Bourgogne, mais ça donne envie de déménager. Voilà. Disponible au Victoria et à l'Astrée. Tout à fait. Au cinéma d'auteur. Autre sortie, All We Imagine as Light de Payal Kapadia avec Kani Kourousti, Divya Prabha et Shlaya Kadam. Je trouve que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Sans nouvelles de son mari depuis des années, Prabha, infirmière à Mumbai, s'interdit toute vie sentimentale. De son côté, Anu, sa jeune colocataire, fréquente en cachette un jeune homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer. Lors d'un séjour dans un village côtier, ces deux femmes, empêchées dans leur désir, entrevoient enfin la promesse d'une liberté nouvelle. Pas d'extrait puisque la bande-annonce, je présume, est uniquement en anglais. Oui, mais par contre, le film avait fait sensation au Festival de Cannes et je crois qu'il était reparti avec un prix. Alors, je ne me souviens plus duquel. Si c'était le jury ou... mais enfin, voilà, en tout cas, il avait été très, très, très apprécié. Disponible au cinéma d'auteur, le Victoria à Aix-les-Bains et à l'Astrée à Chambéry. Autre film français, c'est Drone, qui sera disponible seulement à l'Astrée, de Simon Buisson avec Marion Barbeau. Souvenez-vous, c'est cette jeune actrice qu'on avait découvert dans le film Encore de Clapiche, qui était génial ce film. Marion Barbeau, du coup, Eugénie de Rouen et Cédric Kahn, qu'on connaît plus à la réalisation dans mes souvenirs. J'arrive pas à me rappeler ce qu'il a fait. Oui, il me semble. L'histoire de Drone, c'est une nuit. Émilie, une jeune étudiante, remarque qu'un drone silencieux l'observe à la fenêtre de son appartement. Les jours suivants, il la suit et scrute chacun de ses mouvements. D'abord protecteur, le drone devient inquiétant. Émilie se sent de plus en plus menacée. On écoute un extrait. Abolir les frontières, c'est ça le travail de l'architecte. T'as jamais vu avant? Tu viens d'arriver en plus? Ouais, vous vous connaissez tous là? Bon, on verra bien à la présentation si vous avez toujours votre place ici. Je préfère te prévenir, il va te bouffer. Et si on veut pas se faire bouffer? Je viens de recevoir le virement d'un client, mais directement sur mon téléphone. Comment c'est possible de faire ça? C'est pas possible. Voilà, donc un thriller sympathique. Et oui, Cédric Kahn, c'était le réalisateur de Procès Goldman. Que tu avais adoré. Oui, que j'avais adoré. Dernière sortie. Alors, c'est Maya, donne-moi un titre de Michel Gondry avec les voix de Pierre Ninet et Maya Gondry. Donc, ça raconte l'histoire de Maya et son papa vivant dans 2 pays différents pour maintenir le lien avec sa fille et continuer à lui raconter des histoires. Son papa lui demande chaque soir, Maya,
donne-moi un titre. À partir de ce titre, il lui fabrique alors un dessin animé dont elle est l'héroïne. À travers ses aventures racontées par Pierre Ninet, Michel Gondry donne vie à un voyage poétique et amusant qui fera rêver les petits et sourire les grands. On écoute un extrait ? C'est mon papa. Et Maya, c'est ma fille. Quand j'étais à l'autre bout de la planète, je lui ai demandé de me donner des titres d'histoire. Tiens, donne-moi le titre pour ton prochain dessin animé. Et j'en ai fait des dessins animés, dont voici la bande-annonce. Mais... Ça a l'air très sympathique en termes d'animation. Alors j'étais un peu, ouais, pourquoi pas. Moi j'étais un peu déçu par le livre des solutions, même que j'avais bien aimé. C'était plus ou moins autobiographique, mais ça m'avait un peu gonflé. Moi, je reconnais. J'aime bien le côté déluré de Michel Gondry et en même temps ce côté très manuel. Ça dépend des films. Ouais. Moi, par exemple, il y en a un, tu vas me dire ça. On sent le côté, on sent le réalisateur, mais on sent aussi le côté réalisateur artisan, si tu veux, du cinéma, tu vois. Oui, mais par exemple, moi, il y en a un que j'aime bien, mais tu vas m'insulter, c'est Green Hornet. Ah oui, Green Hornet. Non, mais moi, je préfère citer, bien sûr, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui est un immense chef-d'œuvre. Eh ben, c'est pas... Ouais, d'accord, mais je préfère un film, tu vois, qu'on parle très peu, ce qui serait Soyez sympa, rembobiné. Qui est très drôle aussi, très très drôle, avec Jack Black. Puis qui est une ode à la création, à ce genre de choses, tout ça. Et au cinéma en même temps. Et au cinéma en même temps, vraiment. C'est peut-être mon préféré, Soyez sympa, rembobiné. C'est un réalisateur, je trouve, qui mérite d'être découvert. Oui, et qui fait son bonhomme de chemin depuis des années, en fait, sans faire trop de bruit, et puis à l'international comme en France. Voilà. Donc voilà pour cette semaine en termes de sorties. Avant de parler des sorties de la semaine dernière, que sont donc Megalopolis, Emmanuel et Weekend à Taipei, on va faire une première pause musicale et on va s'écouter Everybody Knows de Sigrid, qui nous vient du film Justice League. C'est peut-être la seule chose positive de ce film. J'aime pas ce titre non plus. Moi j'aurais pensé que t'aurais mis un Come Together ou quelque chose comme ça. Ah non, mais j'aime bien cette version. Celui-là, je l'aime pas. Écoutez, mesdames et messieurs, on s'écoute ça et on revient tout de suite après. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com. On s'amuse un petit peu parce que j'ai fait tomber ma feuille et j'ai essayé de parler dans le micro tout en... Oui, mais c'est mission réussie. Mission réussie, voilà. Et prends de la graine, Tom Cruise. Voilà. Et donc, nous sommes là toujours ce soir avec Guillaume. Oui, je suis toujours là ce soir. Nous sommes toujours en duo. Et nous allons parler justement des sorties précédentes. Rapidement, si on vous recommande ou on vous recommande pas. Bien sûr. Donc, on vous recommande toujours Vice Versa 2. Qui est toujours là. Qui est toujours là. Les week-ends seulement. Les week-ends et les mercredis. C'est nouveau, ça. Maintenant, il laisse les films que les week-ends. Disons que les dessins animés. Pour les gosses. Ouais. Voilà. On vous recommande bien évidemment Le Comte de Monte Cristo, toujours, qui a atteint 8 millions et demi, je crois. Oui, et il va atteindre les 9 millions incessamment sous peu. Deadpool et Wolverine, j'ai même pas regardé le box-office mondial. Il a fait 100 milliards 1,3 milliard. Bon. Et puis, je crois que c'est la dernière semaine. Il n'est plus à Aix-les-Bains, il ne sera qu'à Chambéry pour une séance en même temps. Voilà, c'est la fin. On vous recommande Emilia Pérez, toujours le nouveau Jacques Audiard, Le Fil de Daniel Auteuil, Beetlejuice de Tim Burton, Ni chaîne ni maître, je ne me rappelle plus du nom de réalisateur, mais... Simon Mouteroux. Bon. Joli. Voilà. Et on vous déconseille toujours le film Jamais plus. Non mais ça fait 2 mois qu'il est sorti, mais couper les vifs de ce film, mon Dieu, c'est pas possible. Mais il marche, il a fait 340 millions. Non mais je comprends pas. Non mais je vais te faire rigoler, mais... Quoi ? J'arrive toujours pas à me rappeler. C'est le film avec Blake Lively. Ah oui. Et chaque semaine je le demande, mais ça me marque tellement que je me rappelle. Disons que c'est le film que t'aurais vu sur Netflix, t'aurais pas. C'est ce qu'on dit chaque semaine. Et chaque semaine, j'oublie ce que c'est. Voilà. Bref. Au niveau des sorties, tu veux qu'on commence par Megapolis ?
Allons-y. Le gros morceau. Megalopolis. Moi, je n'ai pas été. Alors, je ne savais pas à quoi m'attendre déjà. De Francis Ford Coppola. Oui, de Francis Ford Coppola, pardon, avec Adam Driver, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Jon Voight, Shia LaBeouf, Plaza, Laurence Fishburne, Talia Shire, Dustin Hoffman. Ouais, et puis ce sera tout. Hein. Ça fait déjà pas mal. On a fait tout Hollywood là d'abord. C'est difficile de vous dire de quoi vraiment ça parle, mais on est en période de transition sur la ville de New York qui s'appelle New Rome, qui est en pleine décadence, et à savoir si elle va survivre justement à la fin de son ère ou si elle va sombrer. Alors, moi je ne savais absolument pas vraiment de quoi ça allait parler, mais j'ai été agréablement surpris par Coppola. C'est un péplum moderne, on peut dire. Oui. On peut dire que oui, on a repris les codes des péplums, attention, pas du genre Gladiator, mais péplum années 50 qu'on a adapté dans une ville en pleine décadence. Il y a une ambiance un peu rétro-futuriste, quand même. Oui. Où on n'a pas, par exemple, oui tout le temps. Non, mais du genre, on n'a pas les smartphones, tout ça. On a un peu de mal. On pourrait se situer dans les années 90, 2000, comme 2020. Oui, c'est vrai qu'ils ont plus des téléphones à clapper, j'ai remarqué. Oui, mais on les voit pas forcément. On les voit pas trop, ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur ce film? Que moi j'ai trouvé ça beau visuellement, beaucoup de gens ne l'ont pas trouvé spécialement joli. C'est vrai qu'il y a quelques incrustations qui sont à revoir. Ouais, mais par contre je trouve que visuellement quand même c'est d'une inventivité folle, quoi. Il y a tous les effets de cinéma y passent, la demi-bonnette, le travelling compensé, je ne sais que dire, enfin tout plein de reprises de scènes du cinéma. Alors l'histoire c'est assez clair, limpide, je pense, pour voir cet architecte, ce créateur, comment il va réussir grâce à une nouvelle matière, à recréer une nouvelle cité. Mais il y a beaucoup de choses, par contre. Il y a énormément de thématiques qui sont introduites et qui ne vont pas spécialement au bout. On sent qu'il avait envie d'y mettre. Peut-être que le film est coupé, je ne sais pas. Ça m'étonnerait. Oh, je pense pas. Je pense pas non plus. Surtout que ça donne vraiment l'impression qu'il a tout mis sur la table. Mais peut-être des fois, un peu trop. Il y a peut-être un effet de globi-boulga, oui. Par contre, oui, c'est vrai qu'il y a des scènes en termes de mise en scène qui sont vraiment magnifiques. Je pense à la scène où les deux personnages s'embrassent pour la première fois, qui est très beau, qui rendrait presque hommage à certaines comédies musicales. Il y a un peu ce côté-là. Oui, non, mais tout à fait. Hors du temps, hors de la scène. Par contre, attention, si vous n'aimez pas le jeu théâtral, c'est clairement ça tout le long. Les personnages en font des caisses. On est dans un jeu très théâtral, assumé, surtout. C'est ça qu'on peut dire. Théâtral, même allant jusqu'à 2 scènes en particulier où on est dans le soap opéra. On a l'impression qu'on est passé dans les feux de l'amour. Non. Voilà. C'est un peu étrange, un peu déstabilisant. Et c'est pas le plus gros point fort du film. Moi, j'ai aimé surtout aussi toutes ces références à la République romaine, tout ça, les personnages de César, Catilina. Pompéi aussi. Oui, une grosse référence à Pompéi. César, Catilina, nous avons Crassus, nous avons Cicéron, un ersatz de Pompée aussi, on va dire, mais voilà. Enfin, une sorte de Cléopâtre aussi moderne. Enfin, anti-wow. Avec, son prénom. Oui, mais ça aussi, on n'en avait pas parlé, mais qui se moque des prénoms modernes, tu sais. Oui, elle s'appelle Wow. Elle s'appelle Wow. Elle essaie de se faire appeler comment après? Marca, je sais plus. Enfin, quelque chose. Bon. En tout cas, ce film, clairement, ne plaira pas à tout le monde, et il faut le dire. Mais, c'est très baroque, en fait. Oui, c'est très baroque. C'est très, oui. Non, mais t'as raison. C'est le côté baroque. En fait, on y met des strass, des paillettes, ultra généreux, mais surchargé. Jusqu'à la nausée. Mais par contre, le visuel apporte tellement de créativité à chaque plan. En fait, on est quand même impressionné parce même si, techniquement, c'est pas parfait. En fait, on se dit quand même, ça sort de la tête d'un seul être humain. Et c'est impressionnant. Oui. Mais je pense que même si vous êtes déçu par le film ou si vous n'accrochez pas à l'univers, c'est impossible par contre de sortir de la séance et de n'avoir rien à dire. Non, de ne pas avoir été touché, d'être complètement indifférent. C'est pas un film que vous allez oublier, je pense. Ah non.
Non, c'est clair. Et c'est un film qui va demander, je pense, plusieurs lectures, plusieurs revisionnages pour être compris, je pense, à 100%. Voilà, c'est un ovni, voilà, produit de toute manière comme un ovni, par un réalisateur qui, du moment qu'il n'est pas dans les films commerciaux, fait des choses assez particulières. Original, ouais. Original, ça va être un four monumental. Ça l'est déjà. Voilà, il n'a fait que 8 millions d'entrées son premier week-end. J'ai entendu des critiques de gens qui ont quand même raison, c'est que il s'est pas mis à la hauteur du spectateur non plus. Il a fait, tiens, ça c'est ce que je pense. Ouais. Et débrouille-toi. Oui, débrouille-toi. Voilà. Et aussi, moi, mon gros vulgaire. Mon gros bémol du film, c'est que ça manque d'émotion. Et on aurait pu pourtant. Il y avait les acteurs pour, mais je pense qu'on les a vraiment bridés je sais pas, en prêteur romain, tu vois, par exemple, César, c'est l'homme de la plèbe qui va se mettre, en plus, qui déclame du Hamlet dès le début. C'est Coppola, c'est clairement Coppola en plus. Coppola qui est très mégalo de base, hein, lui, c'est assumé. Voilà, vous allez y retrouver certaines figures qui pourraient faire penser à certains hommes politiques américains. Mais à la fois, le film part sur une note très nihiliste et nous surprend quand même par certains égards. Oui, ce n'est pas une tragédie. Ça part comme une tragédie, mais ça finit sur une note plutôt... Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, ouais. Voilà. En vrai, est-ce qu'on peut... On recommande aux gens d'aller découvrir, mais... Ouais, je veux dire, comme j'ai dit à beaucoup de gens, si vous n'avez pas envie, n'y allez pas. Ne vous forcez pas. Ouais. Ne vous forcez pas, ça passera pas. De toute façon, vous changerez pas le cours du film, et c'est un four. Mais par contre, si vous avez une petite curiosité, allez-y, tentez le coup. Sinon, donnez-vous un peu de temps et découvrez-le plus tard. Ça ira tout aussi. C'est une œuvre très difficile à aborder. Moi, je la rapproche beaucoup de Mother, de Darren Aronofsky, ou de quelqu'un, j'avais entendu dire, de Fontaine, de Darren Aronofsky aussi. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Vous savez à peu près, vous avez notre avis, à vous de vous faire votre propre idée du film. Mais voilà. Vous êtes prévenus que c'est pas à mettre dans toutes les mains et que c'est pas garanti que vous appréciez le métrage. Voilà. Si vous dites, c'est le réalisateur du Parrain, j'ai aimé le Parrain. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, exactement. Autre sortie, j'ai vu le remake d'Emmanuel. Ah, ça tu y tenais. D'Audrey Diwan. Alors j'ai l'impression d'être le seul idiot à avoir apprécié ce film. Tu es peut-être l'un des seuls célibataires aussi à l'avoir vu. Oui, d'ailleurs, mesdames, c'est une bouteille à la mer que je jette ce soir. Non, mais c'est que, en fait, alors j'avoue que je ne suis pas du tout fan du film original qui, je trouve, a déjà de 1 très mal vieilli et de 2 n'apporte pas grand chose si ce n'est un érotisme gentillet, voilà, histoire de choquer un petit peu le bourgeois, mais j'ai envie de dire, si vous voulez, si vous êtes penché sur cette chose-là, autant se porter sur le genre qui le déploie à fond, on va dire. Et là, en fait, cet Emmanuel-là est peut-être en montre moins, mais c'est l'archétype du less is more, en fait. Et le film, du coup, beaucoup plus intellectuel, a déjà une histoire beaucoup plus intéressante, puisque dans cette version, Emmanuel est en fait travaille pour un grand groupe hôtelier de luxe, et elle doit en fait rendre un rapport sur un hôtel à Hong Kong qui est dirigé par le personnage interprété par Naomi Watts. Et donc, du coup, il y a ce côté très froid, très rangé, très symétrique des rapports où en fait on la voit déclamer, s'enregistrer en disant sécurité, green code, comme ça elle dit, code vert, ça veut dire que c'est validé. Mais après, enfin voilà, c'est très 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 rangé, très froid. Et en fin de compte, on se rend compte que ce personnage n'éprouve de la chaleur que lorsque elle peut s'adonner à d'autres plaisirs. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir cette réflexion sur le plaisir. Il y a aussi une réflexion sur le rythme du plaisir qui est assez pertinente, je trouve, avec le personnage de Naomi Watts qui explique que, voilà, en fait, en changeant une musique d'ambiance dans un hôtel, on peut inviter les clients à faire beaucoup de choses. Et j'ai trouvé ça assez fascinant. C'est pas non plus... Enfin, je veux dire, c'est pas un chef-d'œuvre, hein, loin de là, mais le film est très beau, une photographie très soignée. Oui, ça avait l'air très beau. En tout cas.
les décors sont sublimes. On voit un Hong Kong. Alors on sort de Hong Kong que vraiment à la fin, quoi. Mais on voit vraiment un Hong Kong assez carte postale, assez sympa. Et franchement, j'ai passé un très bon moment. Bon, est-ce qu'il y a des scènes osées? Voilà, c'est ça. Oui, il y a des scènes osées. Voilà, c'est ça que nos auditeurs veulent le savoir. Il y en a. Parce que tu avais peur, c'était interdit aux moins de 12 ans. Oui, mais en fait, c'est qu'on voit pas grand-chose, mais en fait, juste par la suggestion, je trouve que, en fait, quand tu fais un film érotique, c'est mieux de moins en voir. Eh oui, la suggestion fonctionne encore mieux. Voilà. Donc, pourquoi pas alors? Pourquoi pas? Moi, en tout cas, je les trouve mieux que le film original. Voilà. Le seul défaut, il y a pas de mal. Le seul défaut, c'est qu'on ne retrouve pas cette superbe chanson de Pierre Bachelet, qui je trouve est encore magnifique, même encore à ce jour. Mais par contre, c'est bien meilleur que ce truc qui est sorti, qui s'appelle Week-end à Taipei, qui est la nouvelle production EuropaCorp Luc Besson avec Luke Evans et Song Kang, que vous connaissez pour être... Comment il s'appelle dans la saga Fast and Furious? Vous savez, ce personnage qui est mort, mais qui est pas mort, mais qui revient, mais qui bouffe tout le temps. Voilà, je vais retrouver ça tout de suite. Oui, retrouve. C'est vrai que Han, voilà. Et donc cette fois-ci, il joue le méchant. Et on est dans une histoire où en fait un agent de la DEA est rappelé, je crois à Taipei. Oui, ça c'est pas je crois, c'est le titre du film. Est rappelé à Taipei pour enquêter sur un grand baron de la drogue, interprété par Song Kang, et il va tomber nez à nez avec l'épouse de ce dernier, qui se révèle son amour de jeunesse d'il y a 15 ans. Et en fait, il va très vite apprendre que le fils de cette dernière est son propre fils. Voilà. C'est extraordinaire. C'est étonnamment... On peut en dire beaucoup sur les productions EuropaCorp, mais généralement, on ne s'ennuie pas. Oui, je veux dire, les Taken, les taxis, les Colombiana. Pas vu celui-là. Très sympathique. Enfin, voilà. Les productions EuropaCorp, généralement, ça se laisse regarder. Mais alors là, pour le coup, je vous avoue qu'il y a un ventre mou au milieu, mais un truc de dingue, à un tel point quand même qu'on était 3 dans la salle, il y en a un qui s'est mis à dormir, et que heureusement qu'il y avait des vrombissements de moteur pendant tout le film pour permettre de pallier avec les ronflements incessants du spectateur. Et du coup, il y a un manque cruel d'action. Si vous avez vu la bande-annonce, vous avez quasiment vu tout le film. Les meilleures scènes d'action sont dans la bande-annonce. Voilà. Ça se veut drôle, mais ça marche pas trop. Luke Evans fait un peu le job, franchement. Ouais, en même temps, non. C'est un bon acteur, il le fait toujours bien. Il le fait toujours bien. Et donc voilà, mais par contre, le scénario est écrit avec les pieds. Enfin, je veux dire, Luke Evans, c'est un enquêteur qui enquête sur Song Kang depuis quand même 20 ans. Et il ne savait pas qui était sa femme, alors qu'une simple recherche Wikipédia, je pense que parce que c'est un baron de la drogue, mais quand même qui est juste la plus grosse boîte de Taipei. C'est genre El Chapo, quoi, un truc comme ça. Voilà. C'est genre en fait, c'est comme s'il savait pas que c'était la femme d'Elon Musk. Ah, tu vois, c'est à ce point-là, tu vois. Il y a ce genre d'incohérence vraiment débile, et puis enfin la fin part un peu dans tous les sens. Voilà, c'est très très moyen. Vraiment, je vous le déconseille fortement. Il y a mieux à voir en termes de critiques spectateurs sur Allociné, c'est celui qui a les meilleures critiques. Mais oui, comparé aux 2 précédents films dont on a parlé. Mais par contre, en fait, c'est qu'on est là en se disant que sur les 2 autres films, même si des fois ça foire un petit peu, la proposition est tellement originale et il y a quand même une réflexion derrière. Puis la photographie est magnifique. Alors que là, franchement. C'est le produit standard. Oh là. Aussitôt mangé, aussitôt évacué, quoi. C'est ça. Franchement, ça vaut pas le coup. N'allez pas voir Week-end à Taipei. Et j'ai un regret, c'est que j'aurais bien aimé voir Motherland avec Ali Berry, mais je n'ai pas eu le temps. Peut-être que j'arriverai à vous en parler la semaine prochaine. Mais apparemment, il est plutôt... ça passe. Plutôt positif. Écoutez, voilà ce qu'on vous a conseillé Oui, nous devons passer au conseil télé, mon cher Guillaume. Très rapidement. J'allais oublier les conseils télé. Nous allons faire très rapidement, parce que épouse Foguite. Moi, je recommande... je pense que c'est le classique de la TNT. Je crois que c'est le film qui a dû passer le plus sur la TNT. Une fois par mois. Oui, mais
Évidemment, je le recommande. Stalingrad de Jean-Jacques Hano avec Jude Law. Donc à 21h sur jeudi 3 octobre, pardon, à 21h sur Six After, on dit, non? Non, Sister. Sister, pardon. Parce que ça fait Sister. Ah oui, pardon. Donc de Jean-Jacques Hano avec Jude Law, Ed Harris, Rachel Weisz. Donc c'est le duel entre un soldat russe, comment il s'appelle déjà, Vasily Zaitsev et contre comment le major Hermann Göring, bon, qui est une histoire plus ou moins romancée, mais j'apprécie vraiment la mise en scène de tension. C'est un vrai film de sniper qui fonctionne à merveille. On retient évidemment la scène d'introduction de charge quand il débarque à Stalingrad où il y avait où le commandant leur dit un porte le fusil, l'autre porte les balles. Quand celui qui porte le fusil meurt, celui qui prend les balles, celui qui a les balles récupère. Donc avec une première scène où il exécute en plus tous les Allemands. Vraiment, je vous conseille vraiment de le revoir. C'est un excellent film que je trouve on parle trop peu quand on parle de films de guerre. Bon, évidemment, un certain Soldat Ryan était passé là quelques années auparavant, mais Stalingrad n'a pas à rougir face au Soldat Ryan. Voilà, vraiment à revoir. Et moi, je vous conseille un film qui passera donc ce dimanche 6 octobre sur France 2, 21h10. C'est un film de François Ozon, c'est Tout s'est bien passé, avec Sophie Marceau et André Dussolier, qui est un film que j'avais découvert à Cannes en 2021 et qui est un film très poignant sur la fin de vie, mais qui manque pas d'humour. Donc franchement, je vous invite à voir ce film. C'est un bon Ozon. Voilà. Eh bien, c'est tout pour cette deuxième partie. Avant d'attaquer notre focus sur Batman, nous allons faire une deuxième pause musicale et Batman oblige, on va s'écouter Kiss from a Rose de Seal qui nous vient donc du film Batman Forever. On revient tout de suite après. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com ou l'application Radio Grand Lac que vous pouvez retrouver sur vos smartphones. Elle marche à merveille. C'est la dernière partie de cette émission et nous allons accorder ce soir notre focus sur le plus grand super-héros qui puisse exister. Oui. Batman. Ouais. comme le pingouin aime bien l'appeler. Tout à fait. Alors, on va revenir en long et en large et en travers sur toutes les itérations cinématographiques. Je crois qu'on peut d'ores et déjà dire que c'est le super-héros qui a été le plus représenté au cinéma. Oui, tout à fait. Puis, alors, je rappelle juste qu'il est écrit en 1939. Oui. Par Bob Kane, c'est ça. Et le scénariste Bill Finger. Et sachant qu'en plus, il a été adapté dès 1943. Donc, tu as vu quelques images du serial? Alors, j'en ai vu quelques images. Je crois que c'est disponible sur YouTube. Oui, j'avais regardé quelques-uns. C'est très mauvais, on va pas se cacher. Ouais, oui. Et alors, le serial Batman et Robin de 49, c'est la suite, je suppose. Oui, c'est ça, tout à fait. Et après, par contre, on a la série avec Adam West, dont il y a le film avec Batman. Le film de 66, c'est kitschouille. Hein. La série aussi. Ah ouais. Ah non mais le coup. Tu l'as regardé le film? Le film, je l'ai vu. Il était disponible sur Netflix pendant un temps, ouais. Ah ouais, le film avec le requin qui explose au contact de l'eau, enfin c'est... Batman. La musique est dingue, la voiture était géniale aussi. Oui, c'était une décapotable, ouais. Je l'avais vu au studio Warner, il l'avait ressorti, oui. Oh là là, mais par contre, ouais, le film, on peut se dire qu'on commençait quand même pas dans les grandes adaptations. C'était les années 60, il donnait un côté rigolo au truc, et oui, Batman en plus, ça a toujours l'air en fait d'un débile, c'est le plus grand détective du monde, mais il a toujours bande de criminels. Avec Robin qui aime secrètement Batman. Oui, qui aime secrètement Batman et qui traîne avec... Oui, traîne avec Alfred. Qui traîne avec Alfred. Dans sa voiture. Alfred qui, du coup, se balade quand même avec sa voiture, mais avec un bandeau sur les yeux pour faire genre, je me suis caché. Mais... Oui, mais à un moment, il se balade même avec un Batmobile, tu sais, quand ils suivent... Mais oui Batman. Mais oui, c'est débile. Ouais. Mais, heureusement, 1989, on en a parlé il y a quelques semaines, Tim Burton avec la Warner relance Batman avec Michael Keaton et c'est un véritable, on peut le dire, un chef-d'œuvre. En termes de direction artistique, oui, clairement, je trouve. Ouais. C'est une nouvelle version. En fait, on terminait, si je ne dis pas de bêtises, l'âge d'argent de Batman.
crois il me semble qu'on était dans le Silver Age, ce qu'on appelait au niveau des comics et tout ça. Et on entrait dans une période plus sombre et moins drôle, justement. Oui. Donc, et ça se traduisait comme ça au cinéma, puisqu'à l'époque, en plus, les films de super-héros n'étaient pas traités. Si je ne m'abuse, 89, c'est quasiment en même temps que la sortie de Dark Knight Returns. De Miller, oui, quasiment. Oui. Donc là, on est sur un ton plus sombre, plus adulte, plus mature et qui fonctionne largement mieux. Oui. Alors, moi, je trouve même que sa suite, La Semaine de défi, est encore mieux. Disons que là, on sent que Tim Burton a vraiment eu carte blanche et qu'il s'éclate. Et d'ailleurs, c'est mon Burton préféré. Et l'un de mes films Batman préférés. Ce n'est pas mon préféré, mais c'est vraiment un de ceux que j'ai. On a oublié de parler évidemment que Batman, très rapidement, cet homme chauve-souris, ce super-héros qui a vu ses parents mourir dans une ruelle en allant voir le signe de Zorro, si je ne dis pas de bêtises. Lui, il l'a vu qu'une fois, nous, on l'a vu 15 fois. Oui, c'est ça. C'est vrai que lui, il l'a vu qu'une fois et qui va devenir justement le plus grand détective du monde, l'homme le plus fort du monde aussi. Enfin, pas le plus fort du monde, mais le meilleur combattant, tout ça. Il va mener le crime, il va combattre le crime à Gotham City. D'ailleurs, j'avais bien aimé le côté dans Batman de Burton, l'origin story qui en faisait que c'était le Joker qui tuait justement ses parents et lui et Batman qui créera le Joker, tout ça, ce rapport. Et oui, le serpent se mord la queue. Les Némésis se créent. C'est quelque chose d'assez passionnant. Oui. 1995, mon premier Batman, justement, de Joel Schumacher. Dont on vient écouter la chanson. Oui. Batman Forever avec Val Kilmer, Nicole Kidman, Jim Carrey et Tommy Lee Jones. Alors, plaisir coupable dans mon cœur puisque c'est mon premier Batman. Un titre complètement ridicule, par contre. Oui, parce qu'en fait, ils auraient dû être inversés. Ils auraient dû l'appeler celui-là Batman et Robin et le 3, l'autre, le 4, Forever. Oui, même Forever, on se dit, mais ça veut dire quoi? Batman pour toujours? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Mais c'est moyen. Ouais, c'est moyen, c'est très très moyen. Jim Carrey tient un peu trop la couverture sur lui. Oui. Et Tommy Jones fait trop du Jack Nicholson. Mais il y a de bons moments. Il y a de l'action qui fonctionne bien. Et puis voilà. On n'est pas encore parti dans la grande blague qui est du coup Batman et Robin. Moi j'aime bien Batman et Robin. Je l'aime bien en le voyant avec un 15 millième degré. En fait, Batman et Robin a été fait dans l'esprit de justement du film et de la série qu'on vous a parlé précédemment des années 60. C'est une gaudriole, quoi. Et ça, c'est mon premier Batman. Bah oui. Avec George Clooney, mais qui en a rien à faire. George Clooney, c'est vrai que lui, c'est mauvais. Mais le casting était dingue. George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman, Olivia Silverstone, qui était très très connu à l'époque. Chris O'Donnell aussi. Qui était mais qui était déjà dans Forever. Pour le coup, c'est le seul qui revient. Oui. Avec Michael Gough, qui jouait. Qui a joué dans les 4, lui. Qui a joué dans les 4. Non, mais c'était pas si. Si vous arrivez à vous mettre dans l'esprit gaudriole, années 60, grosse poilade, ça passe. Avec Uma Thurman qui dit je te les prendrai bien tes diamants. Moi, j'adore la scène où elle arrive, tu sais, tous les mecs se mettent à genoux, tu sais, ils la font monter comme une princesse et tout. J'adore, ça me fait rire. Et puis les répliques de Freeze, c'est l'iceberg qui débarque. N'espère pas me mettre au frais. Freeze, tu as jeté un froid. Freeze, t'es givré, voilà. Ouais. Bon. Formidable. Plaisir coupable pour moi. Oui, mais en tout cas, on se dit que, c'est unique. On n'arrivera jamais à faire un film aussi profondément. Je sais pas, je me dis, est-ce qu'ils vont pas y revenir un de ces 4 à cette connerie? Il y avait, je crois, mais c'était un dessin animé, l'Alliance des héros, Batman, il paraît qu'il faisait ça. Ah oui, The Brave and the Bold. J'ai jamais regardé, mais je sais plus comment ça s'appelait. Mais il paraît que ça faisait ça. Ouais. Et puis en 2004, du coup, on est un peu dans le même registre. On a Catwoman avec Ali Berry, réalisé par Pitoff. Alors là, c'est pareil, c'est plaisir coupable. C'est plaisir coupable. Alors disons que, comme dirait la grande question, quelle est la meilleure Catwoman? Et tout le monde dit Michelle Pfeiffer avec le costume d'Ali Berry. Oui, c'est vrai qu'elle était la pauvre. Le costume de Catwoman, ça met ses formes en valeur, on va dire. Voilà, mais le scénar est une pépite. Oh là là. Elle va se battre contre la femme de Lambert Wilson qui est jouée par Sharon Stone, qui veut
pour baronne du cosmétique. Oui, qui en fait crée un cosmétique qui rend plus jeune, mais si vous le mettez plus, en gros, ça vous pourrit la peau. Donc en fait, il faut le mettre et ça lui rend la peau dure. Donc quand elle se bat contre Catwoman, mais enfin c'est vraiment on dirait une méchante de Totally Spice. C'est nul, mais franchement, non, mais c'est nul, mais c'est drôle. Non, puis alors, elle quand elle prend de l'herbe à chat et tout. Enfin, mais moi j'aime bien. Franchement, il est nul, mais je crois que j'ai pas vu depuis des années. Puis alors, je l'ai vu au cinéma, ça sortit. Oh mon Dieu, très bien. Tu sais pourquoi? Parce que c'était un ticket anniversaire. Quand on y allait la semaine de son anniversaire, on avait droit à un ticket gratuit. J'avais vu sur TPS Star. Et c'était ces moments, souvenez-vous, dans les films de super-héros, que ce soit Catwoman ou Elektra, où il fallait forcément que la super-héroïne soit à moitié à poil. Non, et un lien avec une légende d'il y a 500 ans, alors qu'on s'en fichait complètement. Alors, moi, j'étais un ado plein d'hormones aussi quand j'ai vu. J'avais 13 ans. J'avais 9 ans. J'avais 13 ans quand j'ai vu ce film, donc ne me juge pas. Non. Mais à 9 ans, j'ai bien apprécié aussi. Mais arrive le sursaut, le réveil, le miracle. Un film qui n'était pas tant que ça attendu au final, mais qui a surpris. J'étais pas allé le voir au cinéma à l'époque. Mais moi non plus. En 2005, Batman Begins, le premier de la trilogie de Nolan. Grande réussite, je trouve. En plus, qui part sur des nouvelles origin story canon avec le comics. C'est très inspiré de Batman Year One. Il me semble bien. Et moi, je me remets jamais. C'est la scène de Batmobile, la première introduction de la Batmobile dans ce film toujours m'impressionne. Avec Morgan Freeman. Oui. Non, moi je te parle vraiment quand tu fais. C'est vraiment Batmobile. Ah oui, quand on prend une voiture, non, on prend la mienne. Et En général, tu sais, je passe cette scène quand il faut tester mon installation home cinéma. Mais la musique de Zimmer est tellement orgasmique. Ah oui. Non, puis seul point faible, on va dire, Katie Holmes. Je sais Elle pas. fait mieux que d'habitude. Ouais. Mais c'est pas ça. Mais disons que ça dérange pas d'avoir Maggie Gyllenhaal dans la suite. Oh non. D'ailleurs, la suite, The Dark Knight, le Chevalier Noir, c'est celui que j'ai vu. Ouais. Et ça m'avait fait un drôle d'effet quand j'ai vu ce film. Je savais pas si j'avais aimé ou pas. Bon, c'est mon Batman préféré. Mais il m'a fallu 2 jours pour savoir que j'ai bien aimé. Mais moi, il m'a fallu de pas mal d'années pour me rendre compte qu'en fin de compte, c'était celui que je préférais. J'hésitais avec finalement sa suite, Dark Knight Rises. Oui, qui est trop sous-estimé, je trouve. Que j'avoue, quand je suis sorti au cinéma, j'étais là en disant, mais c'est génial, c'était dantesque. C'était le film que j'ai le plus attendu, je crois, The Dark Knight Rises. Et c'est vrai qu'à la revoyure, le scénario est beaucoup moins fluide, il y a pas mal d'ellipses qui posent problème, alors que The Dark Knight, c'est un exemple de rythme en termes de scénario. Il dure presque 3 heures, en plus 2h40. 2h25, je crois. Mais enfin, impossible de s'ennuyer. The Dark Knight, rythmé au poil. Oui, et puis c'est magnifique. Cette fin aussi. Une noirceur. La fin. Avec la voix off et tout, là. Et puis Zimmer qui démarre. Pas notre héros. C'est un chevalier noir. Voilà. Oh là là, on est fan de Batman, ça se voit. Celui-là, tu sais que je les ai achetés en 4K récemment. Ah, mais oui. Je crois que je ne les ai pas en 4K. Oui, tu ne les as pas. Tu m'avais dit. Et oui. Et Dark Knight Rises, on est dans la même lignée. Et moi, j'adore, même si beaucoup trouvent qu'il est inférieur, je trouve que c'est une très très bonne conclusion. Je trouve qu'Anna Hathaway s'en sort très très bien Catwoman. Elle ne me dérange pas. Voilà. En fait, je trouve qu'elle arrive bien à avoir ce côté malicieux. Oui. Et puis, je trouve que Tom Hardy en Bane est très très bon. Ça le fait. À part qu'en VO, c'est... oui. On a oublié... Merde. Heath Ledger dans The Dark Knight. Immense. Mais on a oublié mon Joker préféré. On a oublié... Marion Cotillard. Marion Cotillard dans Dark Knight Rises. Oui, c'est le bémol. En fait, au-delà de la scène de mort, son rôle n'est pas hyper intéressant. Non, et puis, tous ceux qui connaissaient un petit peu Batman, tout le monde avait vu à 10 000 km que ça allait être Talia al Ghul. Surtout qu'il y avait eu une photo de tournage qui avait été dévoilée où on la voyait dans un imbi un peu oriental. Et on se dit, c'est bon, c'est Talia al Ghul, il n'y a pas trop de... La surprise, c'était de voir Liam Neeson. Oui, mais toi, du moment qu'on voit Liam Neeson, toi, t'es heureux. J'aime bien Liam Neeson. Oui, nous le savons. 4 ans après, du coup, une nouvelle adaptation, cette fois-ci qui est liée avec l'univers du DCU avec Man of Steel, c'est Batman v Superman, l'aube de la justice. Alors Batman v Superman, c'est déjà la concrétisation d'un fantasme
ça faisait 10 ans qu'on en rêvait, depuis qu'on avait eu cette fausse affiche dans Je suis une légende. Oh oui, et puis même dans les comics, ça a été fait tellement de fois. Dark Knight Returns est peut-être la meilleure itération, on voit Batman et Superman s'affronter. Ouais, qui est au final, on le vendait comme une adaptation de Dark Knight Returns, et maintenant, j'ai l'impression que tout le monde s'en détache en disant non, c'est pas une adaptation, mais même s'il y a quand même beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de similitudes, et du coup, on a Ben Affleck en Batman. Alors que j'avais signé la pétition contre, moi je m'en rappelle très bien. Ah non, moi j'étais assez positif. Puis, en fait, vu que pour moi, Christian Bale avait fait ses 3 films, et il avait dit il a refusé un chèque. Il a refusé un chèque. Il a proposé un chèque démentiel pour reprendre son rôle, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu, et à vrai dire, je trouve que Ben Affleck s'en sort très bien. Oui, c'est la grosse surprise du film. Voilà, et en fait, on sent que c'est un fan du personnage. Mais le film est très bon. Alors moi, je l'ai vu qu'une fois dans sa version courte. Oui. Je pense que je change pas grand chose. La version longue est bien meilleure. Fluide, ouais. Mais moi, j'adore le film, qui est un film d'enquête, qui prend son temps, en vrai, qui prend beaucoup de temps, je veux dire, au niveau des combats, des choses comme ça. De chaque côté. C'est vraiment bien intéressant. En fait, il y a une montée en tension d'enquête, Batman enquête sur Superman enquête sur Batman, jusqu'à la confrontation qui au final est un peu rapide. Le seul défaut, qui ne me dérange pas pour ma part, mais qui je comprendrais qu'on puisse être dérangé par ça, c'est le globi-boulga à la fin avec Doomsday, où on retrouve un peu Snyder dans ses travers. En fait, il y a un peu trop de films dans un seul film. Il y a un peu trop de films dans un seul film, et surtout... Il y a Wonder Woman, il y a Lex Luthor, Oui, puis c'est ce globi-boulga d'effets spéciaux à la fin, propre à Snyder, qui en fait trop, quoi. Oui. Doomsday, pour un second film d'un univers, c'était trop. Mais ça reste de l'ère du DCU mon film préféré. Je sais pas trop encore. Ouais, j'hésite, mais oui, c'est un très beau film. Il y a une très belle symbolique, un très bon travail. Un Batman très intéressant, que j'aime beaucoup. Ensuite, on voit subrepticement Batman dans le film Suicide Squad, mais c'est plus adapté de son univers. On repassera en disant que ce film est vraiment oubliable et affreux. En 2017, on a Lego Batman, le film qui était... c'était génial, ça. Assez sympathique. Alors, je trouvais que le message de fin était vomitif, quoi. Ah, moi j'ai adoré. Il le balançait en mode la famille. J'ai l'impression de regarder Fast and Furious, quoi. C'était affreux. J'ai adoré. Ce Lego Batman, je trouvais qu'il avait tout compris à l'univers Batman. Ah ouais, au début, ouais. Tout ce sous-texte en plus avec le Joker, tout ça, vraiment, moi je le recommande vraiment. J'avais adoré en plus dans la grande aventure Lego le Lego bien Batman. sûr. Oui. Donc il méritait son film, moi j'ai adoré. Faudrait que je le revoie. La même année, on a eu Justice League, donc la version pas très bien, que Joss Whedon a essayé de rafistoler, a refait des trucs pas très génial. On retiendra beaucoup plus, on peut en parler directement. Zack Snyder, Justice League, justement. Sorti 4 ans après. Oui, c'est là, très bon film. Mais alors, au final, trop de liberté. La liberté, c'est qu'on aurait peut-être coupé. Parce qu'il dure 4 heures. 20 minutes, que ça n'aurait pas été dérangeant, mais en tout cas, le spectacle est là. Et là, c'est ce qu'on attendait. De Justice League, c'est clair. Oui, tout à fait. Justice League, moi, c'était une de mes plus grosses attentes aussi, depuis le dessin animé quand j'étais petit. Mais oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai grandi avec le dessin animé. En même temps que le dessin animé Batman, il y avait le dessin animé Justice League. Je l'attendais plus qu'un Avengers. Je pense aussi. Oui, parce qu'Avengers, c'est vraiment une équipe qu'on a appris à connaître quand on était grand. Justice League, on a vraiment grandi avec, quoi. À défaut aussi, c'est ça qui a fait qui a fait le problème de cet univers, c'est qu'on a voulu rattraper Marvel en grillant les étapes. Alors ensuite, avant, il y avait le Joker de 2019 où là du coup on ne voit que Batman, on voit que Bruce Wayne enfant. Mais c'est un film que moi j'aime beaucoup ce film. J'aime bien. Après, si on s'était détaché de l'univers Batman, ça n'aurait pas dérangé. Oui. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il y a un très bon parti pris au niveau de la relation, entre guillemets, de la relation entre Batman et le Joker. Ouais. On nous fait croire certaines choses qui sont plutôt intéressantes, mais voilà, c'est un ovni dans l'univers. Ouais, et puis on retiendra surtout la prestation de Joaquin Phoenix et puis la photographie qui est sublime. Tout à fait. Ensuite, on a Birds of Prey. Ça c'est assez anecdotique avec Harley Quinn. The Suicide Squad en 2021 qui est j'ai bien aimé, moi, qui est bien. Et puis en 2022, on a une nouvelle itération de Batman avec Robert Pattinson. Oui.
que moi j'ai beaucoup apprécié. Réalisé par Matt Reeves, que j'ai bien apprécié. Alors j'avoue pour le coup, je l'attendais comme le Messie, parce que la première bande-annonce qu'on avait eu 2 ans avant que le film sorte, parce qu'ils avaient pas fini le tournage. Je l'attendais comme un dingue. Je me dis, mais c'est vraiment une ambiance que j'adore. Et j'avoue que le premier visionnage, j'étais un petit peu déçu. Il est un peu long en fait. Un peu long, et la partie enquête qui est un peu décevante, parce que les énigmes du Riddler, de l'homme mystère. C'est niveau CP, quoi. J'aime bien, moi, vraiment, la fin, tout, le film. Par contre, la fin est géniale, la photo est dingue. Et puis, si vous aimez un Batman, vous allez être servi, parce que il n'y a pas de Bruce Wayne dans celui-là, ou très peu. C'est clair. J'aime beaucoup, en plus, c'est avec Batman le défi, je trouve que c'est celui qui a vraiment la dualité Batman-Catwoman qui est très intéressante. Et puis, c'est vraiment aussi celui qui travaille le plus sur l'ambiance de peur qu'inspire Batman, encore plus que dans Batman Begins. C'est vrai. Dans Batman Begins, il l'apprend plus comme un fondement, tu vois, comme une astuce, cette peur, alors que là, vraiment, il l'incarne vraiment, j'ai l'impression. Oui. Et puis, le Pingouin, très réussi, qui donne lieu actuellement à une série disponible sur Max. J'ai pas encore découvert. Dont je peux vous confirmer que c'est très 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 prometteur. Les 2 premiers épisodes sont tout bonnement excellents. Et Colin Farrell est en train d'étoffer un personnage vraiment passionnant. Donc c'est à voir. Ensuite, on passera très allègrement, très facilement sur la petite participation de Ben Affleck dans The Flash, qui était vraiment pas terrible. Je l'ai revu. Franchement, une deuxième fois, c'est un peu mieux. La deuxième fois. Non, mais le film, je le trouve plutôt bon. Mais la partition de Batman était vraiment très décevante. Ouais, après, Keaton, le film, il marche quand même parce que l'histoire de The Flash a quand même quelque chose de tragique qui, moi, me plaît. Ce côté où il faut qu'il accepte le fait qu'il ne pourra jamais sauver sa mère, même s'il voyage dans le temps. Et du coup, en ça, je trouve le film intéressant, et je trouve qu'Ezra Miller se débrouille bien, surtout en jouant 2 rôles. Voilà. C'est vrai, vu en plus le passé du jeune homme, oui. Voilà, le problème, c'est les effets spéciaux qui sont vraiment pas terribles. Oh oui. Mais par contre, j'espère vraiment que dans les années qui vont suivre, on va enfin s'attarder à Batman Beyond, qui est une de mes... Eh ben oui, qui a failli être adapté un nombre incalculable de fois. J'adore vraiment cet univers de Batman Beyond. Failli être adapté avec Clint Eastwood. Ça aurait été génial. Mais ça aurait été extraordinaire. Clint Eastwood et compagnie. Et ça a été possible que parce qu'il y a un film qui a été annulé, qui s'appelait Batgirl, avec Michael Keaton, et j'ai oublié le nom de l'actrice qui jouait Batgirl. Il y avait Brendan Fraser qui devait jouer Firefly, qui est un méchant que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien voir au cinéma. J'aime pas des masses, moi. Et en fait, c'était prévu que le film d'après, ce soit un Batman Beyond avec Keaton. C'est génial. Ok. Une petite recommandation comics très rapide ? Oui. Alors moi, celui que je vous recommanderais vraiment, je vais vous en recommander 3. Le premier, ce serait The Dark Knight Returns de Frank Miller. En plus, il existe en édition pas chère. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, si tu as le nom. C'est Urban Comics, mais c'est les trucs souples. Oui. Ouais. Qui existent pour moins de 5 €. Et je vous recommanderais La Cour des Hiboux 1 et 2 également, qui sont excellents. C'est vraiment... Alors, de l'enquête. En plus, on peut commencer par là. On peut vraiment commencer par là. C'est vraiment de l'enquête de la société de Gotham qui est pervertie. Et après, le troisième, ça serait Batman Terre 1, qui est pour moi l'inspiration principale de The Batman. Si vous avez apprécié vraiment celui-là, il y a 3 tomes, et je vous le recommande vraiment. C'est un Batman plus terre à terre, qui est quand même riche, mais qui a été formé par Alfred, qui prend des roustes en fait à tout va, qui se fait jeter dans une poubelle et tout ça, et qui apprend. C'est une alternative à Year One. Ouais, moi je vous conseillerais Batman Year One qui est excellent. De Frank Miller aussi. Et Batman Un Long Halloween qui est absolument passionnant, qui a inspiré The Dark Knight, qui a inspiré un petit peu The Batman aussi. Oui. Donc franchement, voilà, c'est 2 Il y a Ra's al Ghul dans celui-là ? Dans Long Halloween, non. Ah non, mais je confonds là. Non. Il y a Calendarman. Ah oui, c'est ça, oui. Et puis évidemment en jeu vidéo on conseille toute la série Batman Arkham, que ce soit Origins, Asylum, City ou Night. Tout ce qui a été produit par Rocksteady globalement, c'est du très bon. C'est vraiment excellent. Et dernière chose, si vous aimez Batman, replongez-vous dans la série de 92 qui est disponible sur HBO Max, qui est à ce jour
Bah, de toute façon, toutes les séries de Bruce Timm et Paul Dini sont à voir. Donc, c'est-à-dire Batman, les nouvelles aventures de Batman, la Justice League et Batman Beyond sont à voir. Et même son Superman. J'avoue que j'ai tout. J'ai tout sauf la Justice League. T'as vu la nouvelle? La nouvelle sur Amazon? Ah non, je ne l'ai pas vue. Eh ben moi non plus. Cap Crusader. Oui. Voilà, qui a l'air assez sympathique, mais ouais. Eh ben en tout cas, on a encore quelques années à parler de Batman, puisque c'est bientôt quand même son arrivée dans le domaine public, je crois. Oui, c'est bientôt. Mais alors bon, déjà demain, on a Joker Folie à 2, et puis en 2026, on aura The Batman Part 2, avant d'avoir encore un nouveau Batman qui devrait s'inclure dans le nouvel univers DC qui sortira, je pense, d'ici 5 ans. A dit qu'il attendait la neige avant de pouvoir tourner. Oui, il se passera à Noël. Oui, à Noël. Je pense que ça pourrait être sympathique puisque ça fait depuis Batman le défi qu'on n'a pas eu un Batman à Noël. Je crois que le méchant, cette fois, va être confirmé, à mon avis. Mr. Freeze. Cette fois, à mon avis, c'est bon. Ça serait bien. Allez, un petit clin d'œil à Schwarzy, et puis voilà. Côté programmation radio, demain, vous allez retrouver 4 émissions. Comment ça va, présenté par Bruno de 11h à 11h45. Questions de parents, présenté par Elodie de 12h15 à 12h45. Parents autrement, présenté par Pauline de 13h à 14h. Et enfin, Place au possible, présenté par Camille et Julie de 16h à 17h. On se quitte du coup sur une chanson Kurt Cobain, Something in the Way, issue du film The Batman. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et allez au cinéma. Bonne semaine. Ciao, ciao.